Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à cette conférence de presse de la Boîte Boisson, membre de Metal Packaging Europe, je vais en reparler. Je suis très heureuse aussi de vous accueillir dans ce lieu, vous avez vu, un lieu métallique. Donc on va parler beaucoup de métal aujourd'hui, aluminium et acier, de la recyclabilité du métal à l'infini. On en reparlera. La Boîte Boisson, c'est un emballage, vous le voyez, on en a mis quelques-unes ici. C'est un emballage très dynamique. On va le voir, je vais vous présenter quelques chiffres du marché par la suite. C'est un emballage qui est une excellente protection pour les produits, qui permet de garder leur fraîcheur et qui offre surtout au marketing plein de possibilités de décoration. Donc c'est un emballage qui est moderne, qui permet de passer beaucoup d'éléments sur la marque. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Ce dont on va parler plutôt, c'est du fait que la canette est un emballage durable et s'inscrit dans l'économie circulaire. Alors avec moi aujourd'hui, donc moi je suis Sandrine Ducarrois-Delsal, je suis aujourd'hui présidente de la Boîte Boisson, MPE en France. Avec moi, Sylvain Jungfer, qui est le délégué général de la Boîte Boisson. Et aussi on a Lucien Debever, directeur du projet Chaque canette compte, qui va nous parler de ce projet et de toutes les initiatives en France de Chaque canette compte. Donc, un petit rappel sur MPE tout d'abord et sur la Boîte Boisson. Donc, la Boîte Boisson est un GIE, il a été créé en 1992. Il rassemble évidemment les producteurs de canettes, donc aujourd'hui Arda Group, Ball et Krones. Donc, on a tous des usines en France. Et il rassemble également les producteurs fabricants de matières premières, donc l'acier et l'aluminium, ArcelorMittal pour l'acier et Constellium pour l'aluminium. Notre rôle en tant que GIE, c'est d'offrir à toute la chaîne des services et surtout de promouvoir la canette et également de proposer des études, des analyses sur cet emballage en France. La canette en France, c'est un secteur économique très important. Aujourd'hui, on compte 28 usines et centres de recherche. Alors là, je parle des usines de fabrication, des usines de matières premières et également des usines de remplissage, donc de tous nos clients, que vous voyez ici, certains. On parle de plus de 4000 emplois, 1000 emplois directs, 3000 emplois indirects, liés à cette industrie. Et également, puisque c'est dynamique, on va en reparler, beaucoup d'investissements. On peut, je pense, parler de centaines de millions d'euros investis ces dernières années, à la fois dans les usines de fabrication de canettes, dans nos usines en France, mais également chez nos clients, des nouvelles lignes de remplissage, de conditionnement de cet emballage. Donc un secteur dynamique et plus précisément, je vais rentrer dans les éléments de marché pour vous montrer également le dynamisme. Alors, je vais vous présenter certains éléments de marché qui sont issus de nos bases IRI, donc vente en hyper, super, hard discount et magasins de proximité. On fera un petit focus sur la proxy dans cette partie. Tout d'abord, vous dire également que la canette est un succès mondial. Donc on parle de l'Europe, mais dans l'ensemble des régions du monde, la canette est en croissance. C'est une croissance qu'on évalue entre 2 et 4%. Donc c'est significatif. Aujourd'hui, ou l'année dernière, disons, nous avons consommé, nous tous, 335 milliards de canettes dans le monde. C'est une croissance importante. En Europe, on parle de 69 milliards de canettes consommées l'année dernière. Plus 3% versus 2017, plus 3%, je vous ai fait le calcul, ça fait 1,8 milliard de canettes supplémentaires en une année. Pour vous donner un petit ordre d'idée, 1,8 milliard, c'est une usine. C'est une usine de 2 lignes. On dit aujourd'hui une ligne de canettes, c'est des lignes haute vitesse qu'on installe aujourd'hui, donc qui tournent entre 2400, 2700, jusqu'à 3000 boîtes minutes. Vous mettez deux lignes de production, vous produisez à peu près 1 milliard de boîtes par ligne. Donc voilà, c'est une usine par an.
Donc voilà, je ne parlerai pas du marché et de la concurrence aujourd'hui, mais ça suscite évidemment des investissements de différentes parties. Alors, si on se focalise sur la France, on a au premier trimestre une très très bonne performance. Ce qu'on a vu sur le premier trimestre, on verra le deuxième trimestre, on a vu en valeur plus 6%. Donc c'est intéressant, je pense que nos clients utilisent bien la canette pour promouvoir leur marque et leurs produits. Et en volume, on voit aussi une croissance à 2,2%. Donc c'est significatif pour un marché mature comme la France. Si on rappelle 2018, en moyenne, on avait une croissance d'1,3%. Voilà. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que, en tout cas sur le premier trimestre, on va voir sur le reste de l'année, ça va aussi dépendre de la température, du temps, heureusement. On voit une bonne croissance du marché français. Pour la partie soft drinks, sur un marché qui est un peu en repli. Pas d'analyse non plus là, mais vous savez que les colas sont un petit peu, sont même en repli. Donc on a un effet mix produit, je le dirais, et donc on a un marché qui est un peu en baisse. Mais là encore, la canette, elle, se porte très bien, à plus 2,7% sur cette catégorie. Et on a une part de marché, tout emballage confondu, qui est en croissance, à 19,5%. Vous aurez tous les éléments dans votre dossier de presse. Donc là, le message, en fait, c'est que si on est sur un marché qui est un petit peu en baisse, mais avec une canette qui se porte très bien. Et je pense aussi sur les soft drinks, ce que vous verrez également dans votre dossier de presse, c'est qu'on a aussi une canette qui se porte bien parce qu'on a de nouveaux produits sur ce marché des soft drinks qui sont aussi proposés en canette. C'est le cas des energy drinks, c'est le cas de certains nouveaux produits comme les thés glacés, certains produits de limonade. Thé glacé, j'en reparlerai parce qu'on va parler d'un de nos clients ici. Mais voilà, il y a un phénomène sur les softs aussi de choix de la canette. La bière, très bonne performance de la canette. Près de 30% des bières vendues en France sont en canette. On est à 29%, je crois que c'est en volume ça, 29% du volume bière en canette. Et on a aussi une progression sur la valeur. Alors non, c'est pas en volume. Sur le premier trimestre, d'accord, voilà. Alors peut-être là un petit bémol sur le phénomène des craft beer. Vous en avez certainement beaucoup entendu parler. C'est un phénomène surtout en Angleterre. Il y a énormément de craft nouveaux, des brasseries craft, on va dire, et qui font le choix de la canette. En France, on voit qu'il y a de plus en plus de microbrasseurs. On commence à s'adapter à ce marché, qui sont des marchés de plus petites séries. Mais je crois que l'industrie de la canette, comme je vous l'ai indiqué, qui est une industrie avec des lignes haute vitesse, on doit s'adapter à ces demandes de petits brasseurs. Mais il y a là un gisement encore important en France, qui n'est peut-être pas encore utilisé, comme il l'est en Angleterre, typiquement. Le format 33 centilitres, je pense qu'on en a mis 4 ici, pour vous dire, voilà, le format 33 centilitres en France, c'est 61% de part de marché, c'est vraiment dominant. Alors ce qui est intéressant, je pense qu'on l'avait présenté déjà dans des événements précédents, c'est qu'on est passé de la 33 FAT, certains de nos clients appellent ça FAT, moi j'appelle ça standard, mais de la FAT à la slick, slim, mince. Tout est lancé, toute jolie. Voilà, plus moderne, plus jolie. Et on la retrouve maintenant partout en magasin. Et on a certains de nos clients d'ailleurs, des clients boîtes boissons, qui sont passés encore cette année. On a vu des passages de la standard vers la slick. 27% 50 centilitres, ça correspond essentiellement à la bière. Et ensuite, on a des plus petits formats, mais qui sont là aussi en croissance. Je pense qu'on pourrait voir des choses plus intéressantes encore dans le futur. Alors, en termes de succès aussi dans le rayon boisson, je pense que ça c'est intéressant. La 50 centilitres, elle se positionne en deuxième place du podium dans le rayon boisson. Donc ça c'est intéressant. La 33 centilitres en troisième place. Et voilà, j'ai parlé des formes élancées des canettes 33 et 25.
et qui représente déjà 50% du marché, donc du fait de la 33 qui est maintenant de plus en plus en slick, est lancée. Les proxys, alors ça c'est vraiment un phénomène aussi intéressant. En tout cas pour les bières aussi, on voit une forte croissance, et les softs aussi, pardon, plus 2,4 et plus 3% de croissance des canettes sur les magasins de proximité. Et si on regarde vraiment, si vous allez dans les rayons de vos petits magasins de proximité, vous verrez que 41% des bières sont achetées, plutôt 41% des bières sont achetées dans des boutiques de proximité, et elles sont majoritaires, les canettes sont majoritaires dans les magasins de proximité. Donc voilà, on a un phénomène un peu différent dans la proxy qui correspond aussi au fait qu'on a un emballage qui est, comme on l'a déjà dit, qui est nomade, qui est favorisé dans tout ce qui est proxy parce qu'on va se déplacer, acheter juste une canette pour aller la boire, etc. Voilà, je vais laisser la parole à Sylvain. Je pense je n'ai pas tellement dans mon introduction parlé aussi d'un des éléments dont on veut vous parler aujourd'hui, qui est bien évidemment la consigne. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Il y a toute une discussion en cours sur la consigne. Et donc nous, on a décidé de faire parler les consommateurs. On est allé les voir, on a fait des focus group à Paris et en province. On a fait une étude quanti. Et voilà, Sylvain va vous présenter ce que pensent les consommateurs de la consigne. Alors, on va surtout partager l'étude quantitative. On fait une étude qualitative, donc comme l'a dit Sandrine, à Paris et à Tours. Et là, ça nous donne des informations pour poser des bonnes questions aux Français. Donc, c'est sur 1000 Français représentatifs de la population française. Et donc, c'est une sorte de grand débat quand on leur pose des questions sur ce sujet. Ce n'était pas avant l'heure, mais c'est en pleine actualité. Alors, quand on pose la question pour chacune des pratiques suivantes, veuillez indiquer à quelle fréquence vous les pratiquez, on voit bien que le tri des déchets arrive en numéro 1, devant la réduction de consommation d'électricité et la réduction de consommation d'eau. Donc 83% des Français disent trier leurs déchets systématiquement ou presque. Alors après, on leur a décrit ce que c'est que le tri des déchets d'aujourd'hui, donc avec poubelle jaune pour la plupart des cas, poubelle bleue peut-être en Alsace encore, ce que c'est que la consigne avec caution et la consigne solidaire, donc qui est en fait le choix de donner un montant d'argent à une association. Donc c'était les deux sujets sur la consigne qui étaient à l'ordre du jour des réflexions toujours en cours. Et donc, on leur demande de choisir l'un des trois. Donc, c'est pour ça que la somme fait 100%. Donc, on voit bien que les Français sont encore très attachés au tri sélectif. On voit aussi que la consigne avec caution est pas très loin, mais que la consigne solitaire pose un peu plus de problèmes, notamment de compréhension sur à qui donner, à quoi ça sert, où ça va aller. Alors, quand on va un peu plus dans le détail, pourquoi ils préfèrent le système de tri actuel ? Et ça, on va y revenir, enfin vous allez le voir dans ces slides, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a deux points. C'est que le tri actuel, il s'intègre naturellement dans leur quotidien. Et est donc aussi perçu comme le moins contraignant. Donc là, il y a deux points mis en valeur par les Français et qui émergeaient déjà des groupes et qui, là, se révèlent être importants quand on le pose la question au niveau quantitatif. Donc on voit bien que le tri sélectif est vu comme moins contraignant que la consigne avec caution et la consigne solidaire. Alors, sur la consigne avec caution, en quoi elle est jugée contraignante ? Il y a un coût supplémentaire à l'achat. Donc, une fois que les gens comprennent qu'en fait, ils ne gagnent pas 10, 15 ou 20 centimes, quel que soit le montant de la consigne demain, en rendant leur bouteille, ils ne le gagnent pas puisqu'ils l'ont payé avant. Donc, ils comprennent qu'ici, il y a un surcoût supplémentaire à l'achat et ça va poser probablement un point de discussion important.
Et puis, après, il y a la problématique de la valeur ajoutée perçue. Si on passe à la consigne, à quoi ça va servir? Est-ce que ça va réellement être mieux que mon système actuel? Alors, quand on va un peu plus dans le schéma de la consigne, on voit quand même qu'il y a un imaginaire positif, parce que ça fait écho au verre, et on voit même que les jeunes, même s'ils n'ont pas connu la consigne de la bouteille en verre, connaissent ça. Et puis on sait que ça existe dans d'autres pays. Donc les gens savent de quoi on parle. Qu'est-ce qu'ils aiment dans la consigne? C'est que ça permet de mieux recycler les emballages. Et donc, en même temps, il y a une prise en charge uniquement des emballages consignés. Ils parlent de réemploi. On sait que la consigne, ce n'est pas tellement pour le réemploi, ce sera pour le recyclage, donc la réutilisation en fonderie pour les canettes ou pour le plastique en boulettes de plastique. Donc, la consigne, en fait, les intéresse parce qu'ils savent demain où va aller leur emballage. Maintenant, quand on leur parle de la canette, puisque aujourd'hui la problématique elle n'est pas sur notre emballage est rarement cité dans les problématiques de consigne. Toute la réflexion aujourd'hui sur le plastique, les Français ne comprennent pas trop l'intérêt d'avoir la canette dans la consigne, notamment pour son aspect nomade. Et donc, beaucoup nous disent, si demain je paye plus cher mon emballage parce qu'il y a un montant de consigne, je fais un pique-nique avec mes enfants, je prends ma canette, j'ai 3-4 canettes, je n'ai pas vraiment envie de les garder dans mon sac à dos ou dans mon panier, et donc je vais perdre ce montant. Donc là, il y a un sujet dans le hors domicile, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les petites bouteilles plastiques, qui n'est pas résolu avec la consigne. Alors, les deux principaux freins, là encore, on est toujours dans notre étude quantitative, on les voit. Donc, émerge là un autre point qui est le stockage à domicile. Parce que demain, s'il y a la consigne, il faudra avoir des poubelles différenciées pour la bouteille plastique. Si on y associe la canette pour la canette, si on y associe la brique carton pour la brique carton, plus rien n'ira dans la poubelle jaune. Donc, cette problématique de stockage à domicile est un vrai sujet qui va être obligé d'être traité d'une manière ou d'une autre. On sait bien que le problème actuel, c'est l'habitat vertical. Et donc là, on voit bien qu'à domicile, il va falloir trouver de la place. Et puis, évidemment, le coût supplémentaire à l'achat. Pourquoi le coût supplémentaire à l'achat est un sujet important dans la problématique de la consigne? C'est que quand vous posez la question aux Français, c'est quoi votre critère de choix numéro 1? C'est le prix. C'est pas une nouveauté, mais c'est quand même 59%. Ça vient en premier, devant la marque, devant la composition du produit. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces discussions avec la grande distribution sur les promotions. Il faut toujours faire des promotions, c'est ce qui atterre les gens dans nos magasins. Là, demain, si vous augmentez le prix de la bouteille plastique, de la canette ou tout autre emballage qui sera consigné, il y aura une réaction sur le prix, même si on fera comprendre que c'est lié à un montant de consigne. Le prix va augmenter. On le verra tout à l'heure de quel ordre, qui peut être très important sur notre emballage. Alors pour finir sur cette étude, et ça c'est issu, on va dire, d'un résumé du qualitatif. On mélange la plupart, 90% des slides que je vous ai montrés, c'est du quantitatif. On en a plein d'autres, donc on pourra aller plus en profondeur si vous le souhaitez. Mais on voit bien que quand vous parlez de la consigne aux Français, ils disent oui, c'est bien, j'ai connu, ou mes parents ont connu, c'est bien pour recycler, donc tout va bien. Et puis quand vous commencez à rentrer dans le détail des contraintes, que ce soit le stockage à domicile ou l'augmentation de la valeur faciale, c'est moins clair, et on voit bien qu'il y a demain, si on passe à la consigne, une communication importante qu'il faudra être faite. Alors sur notre emballage, quelques éléments issus de cette étude. Donc 64% des Français connaissent le fait que la canette se recycle bien et qu'elle est facile à trier pour 58% des Français. Donc on est plutôt satisfait, mais on va toujours, il faut toujours aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a développé notre logo métal recyclable à l'infini dont Sandrine va vous parler. On va vous parler de la recyclabilité de la canette.
Et aussi, on vient de le suggérer, le tri sélectif aujourd'hui qui fonctionne, que les Français connaissent bien. Et je pense là aussi qu'il y a tous, les pouvoirs publics, nous, nos clients, ont des messages à passer encore aux consommateurs, nous-mêmes, pour l'améliorer, ce tri, mais il existe et il est reconnu et les Français y sont favorables. Je vais vous passer un petit film. C'est un film de Constellium, mais évidemment, les messages qui sont passés sont valables pour le métal en général, acier comme alu. Des flammes, une canette est née. Son âme n'expire jamais. Hors du feu, elle vit sa vie, pour renaître à l'envie. Au fil des générations, l'aluminium, une sensation. Pour les voitures, les navettes, les avions. Remercions ce métal miraculeux, qui reparaît à chaque fois, précieux. L'aluminium, né pour être recyclé. Ils disent que rien ne dure, c'est faux. L'aluminium est éternel, c'est beau. Il crée toujours de la valeur, c'est sûr. Pas besoin de gaspiller, cette canette peut se valoriser. C'est une réserve d'énergie pour un avenir où on agit. Depuis que l'aluminium est produit, les 3/4 existent encore aujourd'hui. Chez Constellium, recycler tonne après tonne, c'est diminuer de 95% les émissions de carbone et l'énergie utilisée pour du nouvel aluminium. Le monde tourne, tourne et puis nos précieuses ressources s'essoufflent. Avec l'aluminium, on clôt la boucle. Voilà, un beau film qui vous montre que l'emballage que vous avez sous vos yeux est un élément de l'économie circulaire, est une réserve d'énergie, ça c'est très important. Je crois qu'on l'a vu dans le film, 95% de l'énergie nécessaire à la production d'une canette est économisée si on repart d'aluminium recyclé. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Je crois que c'est 75% pour l'acier. Mais voilà, c'est une réserve d'énergie. Si on repart, évidemment, de l'extraction de métal, ça nous coûte plus cher. Donc, on a tous intérêt à mettre nos canettes dans la poubelle jaune. Donc, voilà, un cycle vertueux pour l'environnement. On l'a dit, acier ou aluminium, les canettes sont recyclables à l'infini. C'est un vrai message. C'est véritable. Les canettes, l'aluminium, les propriétés de l'aluminium, les propriétés de l'acier sont conservées. On fond, ça repart. Ça repart pas forcément vers une canette, mais ça va repartir dans la chaîne vers d'autres produits métalliques. D'accord ? On l'a vu, avions, trains, voitures, etc. Donc toutes les qualités sont gardées et les ressources et l'énergie économisée. Je pense que ça, c'est un point très important. Alors, je voulais vous parler juste quelques minutes sur l'empreinte carbone. Je pense qu'on a aussi des éléments dans le dossier de presse. On a regardé notamment la 33 centilitres. On a regardé tous les formats, en fait. C'est Metal Packaging Europe qui a réalisé une étude sur l'évaluation du cycle de vie, LCA en anglais, donc de la fabrication de la matière première jusqu'à la fin de vie des canettes. D'accord ? Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en 10 ans, on a réduit l'empreinte carbone. Là, on a le chiffre pour les 33 centilitres, c'est en moyenne, je crois, 31%, mais de 33% en 10 ans. Alors, comment on a fait ça ? C'est un travail de l'ensemble des acteurs, notamment pour les fabricants de canettes, c'est passé par l'amélioration des processus de production. C'est aussi valable, d'ailleurs, pour les fabricants de métal. C'est aussi la réduction du poids des canettes, qui est un exercice constant de l'ensemble des fabricants de canettes. Et évidemment, c'est l'augmentation du taux de recyclage, qui est passé de 50%, je pense, il y a une vingtaine d'années, c'est ça, à, on va le dire, à plus de 70% aujourd'hui. Et 73% en Europe. Et en France, donc là, on vous a remis, on a près de 7 canettes sur 10 qui sont recyclées. Donc ça, c'est quand même un message important. Les canettes, elles ne se perdent pas. Elles partent, elles sont collectées, elles sont traitées. Alors, on pourra parler du traitement, mais elles sont traitées et remises dans la chaîne aluminium ou acier. Donc 7 canettes sur 10 sont recyclées en France.
ce dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est que nos clients comprennent le message et sont en train d'adopter nos messages sur les canettes, et notamment le logo dont on vient de vous parler, recyclable à l'infini. Et le premier qui a adopté le logo en France, c'est Heineken. C'était l'année dernière, et vous verrez cette canette, là, a bien le logo recyclable à l'infini. Et ça leur a permis aussi de passer des messages à leurs consommateurs, à l'ensemble des acteurs, pour dire, bah oui, voilà, le métal, c'est recyclable. Et on a un quart des canettes à peu près qui sont porteuses du logo aujourd'hui. Donc pas toutes les marques, mais ils vont y arriver. On a aussi d'autres grandes marques comme 8-6 qui... alors c'est pas cette canette-là, non, mais je pense qu'ils sont en train... Elle là ? Ah d'accord. Très bien, parfait. Et donc 8-6 a aussi ce logo. Et dernièrement, Suntory, le groupe Orangina Suntory, a décidé aussi de rejoindre notre démarche et va adopter le logo, et notamment sur le Mighty, qui est un... Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont bu, déjà, du Mighty. C'est un produit, un thé glacé, à base d'extrait de thé, c'est très important. Hein. Ils le vendent comme ça, je fais un peu de pub pour Orangina. Mais bon, j'arrête. Donc Mighty, qui sera le premier soft drink en France à adopter ce logo. Et donc, aussi important, c'est le lancement de Mighty en canette, en même temps. C'est-à-dire que Mighty, je crois qu'il est un produit qui a été lancé il y a 2 ou 3 ans, était essentiellement en PET. Et donc là, cet été, vous trouverez du Mighty en canette, avec le logo recyclable à l'infini. Voilà. Et on a aussi des distributeurs qui s'associent à cette démarche, comme Leclerc, avec la marque Repère. Donc voilà, une bonne démarche, des bons messages sur toute la chaîne. Je vous ai montré l'étude, et on veut aller plus loin, parce qu'une fois qu'on a eu ce ressenti des Français, on leur demande aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, sur le système actuel, il y a 20% des Français qui déclarent ne pas se sentir suffisamment informés sur le système de tri actuel, notamment sur les consignes de tri, les bonnes pratiques, l'identification des déchets à trier, le devenir des déchets recyclés, un point important pour eux, la transparence. J'ai l'impression de faire un bon geste de tri, où ça va, je n'ai pas forcément suffisamment d'informations. Des avantages de tri sur l'environnement. Donc il y a trois sujets sur lesquels il faut mieux travailler: les bonnes pratiques, les bénéfices et le fonctionnement. Ensuite, sur le tri sélectif, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer ? Et donc, il y a ici un certain nombre de phrases qu'on a données, sur lesquelles les gens se sont positionnés. Et donc, d'abord, c'est réduire le suremballage des marques et des entreprises. Donc, nous, on a du suremballage sur nos canettes. Donc là, ça fait partie de réflexions qu'on doit avoir avec nos clients. Harmoniser le tri sélectif sur le territoire, on sait que c'est en route. Donc ça, c'est aux collectivités, avec Citeo, de le faire. Rappeler les bonnes pratiques, mieux identifier les emballages recyclables. Donc là, par exemple, l'initiative qu'on a prise avec notre logo et que les marques commencent à apposer, il faut savoir c'est essentiellement en France, et on est vraiment le pays là-dessus, en ce qui concerne notre emballage, où ce logo a été réellement fortement mis en place. Voilà, donc il y a tout un nombre de points de travail et d'amélioration. Et donc, qu'on résume ici, c'est-à-dire que si on écoute un peu les consommateurs, on voit qu'il faut accélérer l'extension des consignes de tri à tous les emballages, il faut développer la collecte hors foyer, il faut moderniser et rationaliser les systèmes de tri, les équipements de centres de tri. Donc il y a beaucoup de travail qui s'est accéléré ces derniers temps. Notamment, j'ai vu que la mairie de Paris allait tester 2000 poubelles de tri plutôt bien faites. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, si la consigne est mise en place, nous, on a 3 éléments importants sur lesquels on se positionnera. On est, comme vous l'avez vu, pas contre la consigne. On sait qu'il est possible que la consigne vienne. On sait que la canette puisse
demain y être associé, même si aujourd'hui le focus est sur le plastique. Mais s'il y a la consigne et si la boîte boisson y est associée, nous, il y a 3 points de vigilance très importants. D'abord, le fait qu'on ne veut pas avoir de distorsion de concurrence. Et donc, si on prend le marché de la bière, 72% des volumes de bière sont faits en verre et 26% en canette. Et donc, s'il y a la consigne sur le plastique, sur la canette, pas sur le verre, pas sur la brique carton, il y aura une distorsion de concurrence. Et pour nous, on ne vous l'a pas montré ici, mais des vrais risques de perte de volume. Le deuxième point, c'est la modulation du prix de la consigne en fonction des formats des emballages boissons achetés. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui au sein de différentes organisations, comme le collectif Boisson ou d'autres. En Europe, vous avez plein de schémas différents qui existent quand il y a la consigne. Là encore, si on prend cet exemple, si on dit, voilà, on met 15 centimes de consigne, quel que soit l'emballage et quelle que soit la centilisation, eh bien, une bouteille plastique de 1,5 litre, on a pris les chiffres de soft drink, moyenne IRI, c'est une augmentation de 12% de la valeur faciale. Sur la canette, c'est en général, on achète rarement une canette, on achète un lot de 6, sauf en magasin de proximité, bien sûr, mais de toute façon, ça ne changera rien. C'est 33% d'augmentation. Mais sur un pack de 6, c'est 90 centimes en plus. Donc, c'est vraiment très lourd. Alors, en Allemagne, c'est 25 centimes par contenant, mais vous avez en Lettonie, en Estonie, c'est 10 centimes. Et puis, vous avez d'autres pays, comme la Finlande ou la Norvège, où vous avez des montants différents si c'est inférieur à 50 centilitres. Donc ça, c'est un vrai sujet de discussion. Et nous, on veut y prendre toute notre place et on est ravis que le temps de la discussion s'ouvre à tous les acteurs de l'emballage. Et enfin, ça tombe sous le sens, mais tout le monde n'en est pas convaincu, mais il faudra qu'il y ait des automates à consigne dans un maximum de lieux de consommation. Et notamment dans les grandes villes, on ne voit pas de problème, mais en province ou dans des villes plus petites, ça peut poser un vrai sujet. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction des résultats de cette étude, on voit bien qu'il faudra avoir une puissante campagne d'information auprès des consommateurs, parce que ce système va concerner 1, 2 ou 3 ou 4 emballages qui ne sont que les boissons, pas l'ensemble des autres emballages, et donc qui va se rajouter au système de tri actuel, qui aujourd'hui est quand même relativement correct et dynamique, puisqu'on étend les consignes de tri, puisqu'on équipe en courant de Foucault, donc, qui permet de mieux trier les emballages d'aluminium, un grand nombre de centres de tri. Donc les collectivités investissent, donc ça c'est aussi un vrai sujet de débat aujourd'hui. Voilà. Alors pour finir sur cette partie, avant de laisser la parole à Lucien, qui sera la dernière partie pour vous faire la synthèse de notre programme Chaque canette compte, qui s'inscrit complètement dans nos initiatives depuis de longues années pour stimuler la collecte, mais surtout l'éducation des gens au tri hors domicile. On va lancer quatre projets sur les 2-3 ans qui viennent. Dans le hors-domicile, faire une étude du cycle de vie de la canette, depuis son achat jusqu'à sa fin de vie. On sait qu'il y a à peu près 1 milliard de canettes qui sont consommées hors domicile. Peu, évidemment, terminent dans la poubelle jaune. Certaines, on pense une quarantaine de pourcents arrivent dans les centres de tri, mais il y a peut-être 50% de canettes qui terminent en enfouissement. On n'est pas sûr de ces chiffres-là. On en a parlé avec ADEME ou Citeo, donc c'est des sujets qui les intéressent et on va essayer, nous, de faire une étude derrière. De même, s'il y a des initiatives sur les nouveaux moyens de collecte hors domicile, on veut aussi apporter notre pierre à l'édifice pour trouver les meilleures poubelles ou les meilleurs schémas, faire des tests dans un arrondissement d'une grande ville, par exemple. Et puis, 2 autres études en association avec ArcelorMittal et France Aluminium Recyclage. C'est une meilleure prise en compte des tonnages de canettes réellement recyclées. On sait qu'il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y a des canettes qui sont collectées, mais qui ne retournent pas forcément dans le système du recyclage.
et de même un audit de l'ensemble des volumes de métal collectés pour mieux comprendre un certain nombre de circuits utilisés, notamment les ferrailleurs. Bonjour à tous. Alors je vais vous montrer effectivement un peu l'actualité du programme Chaque canette compte, et vous verrez donc pas mal de résultats et l'intérêt grandissant autour de ce programme font écho aux nombreuses informations que Sandrine et Sylvain vous ont données. Alors Chaque canette compte est donc, pour rappel, un programme spécifiquement lié à l'activité hors foyer, hors domicile. Donc tout ce qui est les sujets de collecte des canettes, soit sur le lieu de travail ou sur l'événementiel. Alors, un petit historique. Donc, le programme français existe depuis 2010. On fêtera les 10 ans l'année prochaine. Donc, on a effectivement maintenant une bonne expérience de ces 10 dernières années sur le terrain. Vous verrez les chiffres par la suite. Je rappelle également que c'est un programme européen. Il y a maintenant 15 pays partout en Europe. Le dernier en date est la République tchèque qui anime et qui manage des programmes similaires, donc avec un même logo, des mêmes messages. Preuve donc de ce succès et de l'intérêt grandissant. Et j'y reviendrai par la suite. On est toujours en partenariat avec Citeo depuis 2014. On a relancé un nouveau partenariat maintenant pour 5 ans l'année dernière. Je vous en toucherai également quelques mots. Alors, le programme aujourd'hui est fier d'avoir pu toucher environ 17 millions de personnes. Alors, ce ne sont pas des chiffres en l'air, c'est avant tout les personnes qui ont dans leur lieu de travail ou qui ont vu sur événement nos animations ou qui ont dans leur lieu de travail donc, nos box au quotidien. C'est également le travail qu'on déploie depuis maintenant près de 3 ans sur les réseaux sociaux. On y était présent depuis le début, mais depuis 3 ans, on a une vraie stratégie, je dirais, sur les médias digitaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, avec des infos assez sympas. Je vous invite d'ailleurs à vous y connecter. Vous verrez toutes les infos terrain du programme, nos concours, ainsi que pas mal de visuels du programme, et c'est de manière assez ludique. Le programme aussi a collecté depuis ses débuts 70 millions de canettes. On n'a pas peur d'évoquer ce chiffre-là. Hein. Quand on connaît les milliards de canettes produites, c'est évidemment une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce sont bien 70 millions de canettes additionnelles, c'est-à-dire ces 70 millions de canettes issues donc, de la consommation hors foyer, qui, sans nos partenaires, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, on a 47 partenaires de collecte, ce sont des canettes qui n'auraient pas eu de solution de tri et de collecte. Et ça représente plusieurs milliers de tonnes d'émissions de CO2 économisées. Et c'est un chiffre qui grandit d'année en année, plutôt de manière exponentielle. Je parlais des partenaires de collecte, oui. Le programme Chaque canette compte, en fait, réunit depuis une dizaine d'années des dizaines de partenaires locaux, que ce soit des associations caritatives, des chantiers d'insertion, des entreprises, des jeunes start-up, comme vous connaissez peut-être Lemon Tree et KFD Cannibal sur Paris, qui se bougent un peu dans ce domaine du hors-foyer, de la collecte, pas que des canettes, d'autres emballages. Et c'est d'ailleurs ce sujet-là qu'on a développé depuis 10 ans maintenant, et cette expertise qu'on a développée auprès de ces partenaires locaux, qui a d'ailleurs intéressé nos partenaires comme Citeo. Ces partenaires vont collecter avec nos équipements et notre aide sur près de 2500 sites, donc des entreprises, des écoles, même des lieux publics et administratifs. Et le programme a participé à près de 850 événements depuis 9 ans. 850 événements couverts. J'y reviens par la suite. On va vous faire une annonce d'ailleurs en exclusivité sur ce qui va se passer cet été. Mais l'un des succès dont on est, je dirais, le plus fier actuellement, c'est d'avoir réussi aussi à sensibiliser de plus en plus à nos côtés des grandes marques de la boisson. Pour ceux qui suivent le programme, vous savez qu'il y a déjà Coca-Cola qui a l'initiative avec nous, notamment sur tous les sujets de sampling, hein, donc tout ce qui est échantillonnage, opération de communication, où vous avez de la dégustation de canettes. Ça représente parfois des millions de petites canettes 15 centilitres distribuées dans la rue ou sur événement. Donc c'est souvent une vitrine pour la marque, mais aussi pour le consommateur qui se retrouve là avec une canette en dégustation, mais qui doit bien trouver un moyen de la recycler. Et parfois, quand il n'y en a pas, donc malheureusement de l'acheter. Donc depuis 2015, avec Coca-Cola, on a fait des dizaines et des dizaines de dates. On est maintenant sur des opérations avec Fusty, Sprite l'année dernière, et on va aussi faire des belles choses cet été, dont on vous annoncera dans des communiqués de presse plus tard, notamment avec PepsiCo.
et Red Bull. Au niveau du partenariat Citeo, donc comme je le disais, il a débuté en 2014. On l'a officialisé parce qu'on était finalement en test depuis 2014 jusque donc 2018 sur cette partie hors foyer qui était aussi nouvelle pour Citeo. Et on a servi un petit peu d'expérimentation pour l'éco-organisme. Et aujourd'hui, donc depuis 2018, on a vraiment lancé le programme officiel. Et avec donc des ambitions claires pour les 5 ans à venir. Je rappelle que le partenariat avec Citeo auprès de nos 47 partenaires n'est pas exclusivement dédié aux canettes, et c'est ce qui intéresse aussi Citeo, c'est que nos partenaires de collecte, les 47, ont fait certifier 2700 tonnes d'emballage collectés sur le lieu de travail, donc 2700 tonnes avec des bouteilles plastiques, des canettes, des gobelets carton. Quand on prend seulement le prisme du hors-foyer, c'est quand même pas rien. Surtout qu'encore une fois, ce sont des emballages qui servent aussi de vitrine pour le consommateur et aussi de vitrine pour le tri qu'il doit aussi faire chez lui. Je termine donc avec l'annonce dont je vous parlais. On est au début de l'été, donc on a depuis 3 ans maintenant une vraie saisonnalité dans les événements du programme. On explose, pour ainsi dire, tous les records cette année. Ça fait 3 ans qu'on fait des dizaines et dizaines d'événements, vous avez vu le chiffre. Là, cette année, on va être présent 100 jours, plus de 100 jours de présence sur le terrain. On le fait aussi grâce à une autre association qui s'appelle Les Connexions, où on est vraiment lié avec eux sur le terrain, qui est l'expert pour tout ce qui est gestion de la collecte, de l'animation en événementiel. J'ai d'ailleurs mon collaborateur Thomas qui est présent, qui travaille à la fois pour chaque année de compte et Les Connexions, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. On va faire une 50aine d'événements, toujours des dates avec Coca-Cola, des dates avec d'autres marques. La Coupe du Monde féminine aussi, on sera présent à Lyon pour la phase finale. Je ne vous détaille pas tout ça aujourd'hui, il y a pas mal de détails dans le communiqué de presse, mais ce qu'on vous annonce, c'est qu'on va déployer une toute nouvelle animation, histoire non pas d'être toujours catalogué comme collecteur sur le terrain. On essaie aussi de faire de l'animation et de parler au public un peu différemment. Le public qui nous voit toujours avec nos panières de collecte pleines de canettes. Là, il nous verra derrière une animation inédite en Europe qui s'appelle le Pixel Can. C'est la consultation en fait d'une œuvre d'art, donc à la fois monumentale, car c'est un immense panneau de 2 mètres sur 6, éphémère, parce que ça se passe durant l'événement jusqu'à la fin de l'événement, et participatif, parce qu'on invite cette fois-ci le visiteur à venir nous donner sa canette, non pas dans nos box, mais sur l'animation. Et vous voyez ici, après, on peint en fait le fond de la canette pour constituer un immense écran dédié, soit c'est un visuel artistique, soit c'est un visuel dédié à l'événement. Ça attire énormément de nos partenaires, comme les marques, mais également de grands événements en France, comme le Tour de France. Et donc, on va l'inaugurer cet été, dès la fan zone de Bruxelles. Vous savez que maintenant, le Tour de France fait des fan zones pour le public, comme pour les Coupes du Monde de foot ou les Euros. Et on sera, pour la 2e année consécutive, présent sur ces fan parks. À Bruxelles, donc en collaboration justement avec mon programme frère Benelux, Every Count Benelux, et sur les autres fan zones. Donc je vous invite à nous suivre pour voir un petit peu cette actualité et cette nouvelle animation qui remporte déjà un grand succès. Voilà, je rends le micro à Sandrine. En conclusion, je pense qu'on a essayé de vous faire passer tous nos messages. On pense que la canette, eh bien voilà, c'est un très bel emballage, plein de ressources, qui a de la valeur, parce que c'est du métal, qui représente une réserve d'énergie, qui peut être recyclée à moindre coût énergétique, et qu'il faut tous travailler à favoriser son recyclage effectif.